Bonjour à vous tous. Je m'appelle Franck Desloges. Je suis chargé de projet certification au 3CA BTP. Ensemble, on va parler de neurosciences, qui est un terme, on va dire, entre guillemets, à la mode en ce moment. C'est quelque chose dont on parle beaucoup et on a tendance à l'associer assez facilement à la pédagogie pour essayer de voir un petit peu comment est-ce qu'on peut mettre en œuvre des situations qui vont permettre à nos apprenants d'intégrer plus facilement peut-être certaines situations de formation. Alors je ne suis pas tout seul pour vous parler de neurosciences et de pédagogie aujourd'hui. Je suis accompagné de Son Tirelli qui va se présenter. Bonjour à tous, merci beaucoup d'être venu à cet atelier. Je suis chercheur à la base, je fais mes travaux de recherche à l'École normale supérieure sur les questions de contexte éducatif et inégalité scolaire, inégalité face à l'apprentissage. Je dirige aujourd'hui la startup Didask, qui est une plateforme de formation en ligne basée sur les sciences cognitives. Voilà. Merci beaucoup. On est très heureux de vous avoir avec nous aujourd'hui. Vous connaissez sûrement André Jorquera qui va se présenter quand même. Voilà, donc André Jorquera. Moi, je suis chargé de mission parcours et orientation. Accessoirement, je suis psychologue du travail. Enfin, c'est pas complètement accessoire dans ce qui nous occupe. Et puis, depuis quelques temps, je travaille avec le laboratoire MSDT de Toulouse, en fait, l'Université de Toulouse. Merci beaucoup André. Alors les neurosciences, on va présenter globalement ce que c'est. On va parler on va essayer de définir ce que c'est que les neurosciences. Ensuite, on aura un débat assez intéressant entre Son et André justement sur ce que ça représente pour l'apprentissage, qu'est-ce que ça signifie, quels sont les impacts aujourd'hui des neurosciences. Les neurosciences, eh ben oui, ce sont des études scientifiques du système nerveux, c'est-à-dire globalement comment ça fonctionne, cette espèce de cerveau, cette espèce de mélange de synapses, de neurones, ces interactions systémiques que toutes ces neurones entretiennent avec le corps, avec la physiologie du corps en termes d'influx, en termes d'impact, en termes de messages, en termes de discussion. C'est très intéressant parce que globalement, on voit que ça va de l'échelle moléculaire, quand on parle de synapses, quand on parle de connexion neurologique, jusqu'à quelque chose qui est beaucoup plus large. Ce sont évidemment le corps humain, c'est-à-dire les organes. Le cerveau, évidemment, en fait partie, mais l'organisme tout entier. On sait que le cerveau n'est pas une boîte noire enfermée dans une cavité cérébrale, c'est beaucoup plus vaste que ça. Le cerveau, il reçoit des informations systématiquement à longueur de temps, il les traite, il les transforme, il les utilise, voire il les réutilise. Alors le terme de neuroscience, neuroscience, il est apparu à la fin des années 60 pour désigner cette branche d'études scientifiques, biologiques, qui s'intéressait fondamentalement à l'étude du système nerveux. Donc c'est relativement ancien. Aujourd'hui, c'est tout à fait dans l'air du temps. C'est le Zeitgeist. Aujourd'hui, on en parle énormément. C'est un sujet très à la mode. Et tout le monde en parle, parfois même sans savoir exactement ce que c'est. Ce qui est très intéressant surtout, c'est de voir que cette réflexion sur les neurosciences, elle est très 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 ancienne. Et on a commencé à s'intéresser aux neurosciences finalement il y a fort longtemps, à l'époque où on s'intéressait à ce qu'on appelait le cerveau malade. C'est-à-dire que on a découvert certaines choses, et notamment pendant les grands drames de l'humanité, et notamment les guerres. Et pour vous expliquer un petit peu ce qui a amené à ces réflexions-là, on pourrait parler de quelqu'un qui s'appelait Paul Kern, qui était un soldat hongrois pendant la Première Guerre mondiale. Je vais juste vous raconter sa petite histoire. C'est quelqu'un qui était sur le champ de bataille, Paul Kern, et qui, tout à coup, sur ce champ de bataille, a été touché par une balle au niveau du faciès. Et cette balle a transpercé son lobe frontal et ressorti. Paul Kern a été soigné. Paul Kern a pu sortir de l'hôpital. Il a retrouvé sa famille, il a retrouvé sa femme, il a retrouvé ses enfants. Il a eu un fonctionnement tout à fait normal, malgré le fait qu'une partie de son lobe frontal avait disparu. Alors, ça a eu quand même un impact parce que Paul Kern, son fonctionnement avec sa famille, avec les gens avec qui il était d'habitude, avait changé.
Mais surtout, ce qui a énormément changé chez Paul Kern, c'est qu'il a encore vécu pendant 40 ans. Et que pendant 40 ans, il n'a plus dormi une seule seconde. Il n'a jamais dormi pendant 40 ans. Et il n'a jamais éprouvé de fatigue. Ce genre de cas est très intéressant et ça a créé fondamentalement quelque chose en termes de réflexion sur le cerveau, sur les neurosciences. C'est-à-dire qu'à un moment, on s'est dit, alors qu'est-ce que ça veut dire ça ? Ça veut dire que finalement, il y a des parties du cerveau qui sont liées à certaines activités. Il y a certaines parties du cerveau qui sont liées, par exemple, au sommeil. Il y a donc peut-être certaines parties du cerveau qui sont liées à la réflexion, au regard, à l'ouïe, à tout ce qu'on met en place dans une vie quand on répond à des stimulus externes. On est donc dans cette logique-là aujourd'hui, le fonctionnement du cerveau. On a parlé de l'histoire de l'arrivée des neurosciences. Les neurosciences, elles ont fait un bond en avant en 1995. Alors pourquoi en 1995 ? Bien, tout simplement parce qu'en 1995 sont arrivés quelque chose qui s'est appelé une nouvelle technologie qui s'est appelée les IRM fonctionnels, l'image à résonance magnétique fonctionnelle. Qu'est-ce que c'est que ces IRM ? Qu'est-ce qu'ils ont apporté de particulier ? Ben, ce sont des IRM fonctionnels, ça veut dire qu'ils nous permettaient de voir tout à coup ce qui se passait à l'intérieur d'un cerveau en action. Quand on plaçait une personne, vous, dans une machine, dans un IRM fonctionnel, on peut voir globalement ce qui se passe dans le cerveau. Et on peut définir tout à coup, avec un peu d'expérience, si vous êtes heureuse, si vous êtes triste, si vous êtes extrêmement captivé par ce que je suis en train de vous dire, ou alors peut-être que vous rêvassez. Alors tout de suite, vous voyez l'intérêt en termes de pédagogie, on pourrait mettre un casque sur les apprentis, et puis dès qu'on note, dès qu'on décèle une forme de rêverie, on pourrait envoyer un stimulus électrique qui rappellerait à l'apprenti qu'il doit être là, concentré sur l'activité. Mais bon, les neurosciences, c'est un peu plus compliqué que ça. Grâce à ces IRM, surtout ce qu'on peut voir, ce qu'on peut désormais savoir, c'est ce qui se passe dans un cerveau, dans le cerveau d'un apprenant, d'un jeune homme, d'un jeune garçon, d'une jeune fille quand elle apprend ou quand il apprend à lire. On peut voir un peu quelle zone s'active, quelle zone s'illumine. Grâce à ces IRM, on peut voir comment on apprend à calculer. Qu'est-ce qui se passe aussi dans un cerveau quand on va résoudre une énigme ? Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau quand on va apprendre, par exemple, à jouer un instrument de musique ? Quand on va apprendre à jouer de la guitare ? Tout ça, c'est extrêmement complexe parce que ça induit une transformation fondamentale de ce qui fait le fonctionnement du cerveau. Et tout ça, c'est lié fondamentalement à ce qu'on appelle, avec l'image magnifique, la neuroplasticité. Alors contrairement à ce qu'on croyait, et qu'on a longtemps dit, le cerveau, il ne cesse de créer des connexions, des champs, des évolutions, des chemins, des sillons. Il crée de nouvelles synapses, de nouvelles interactions. Pendant très longtemps, on a dit, bon, de toute façon, tout est joué à l'âge de 7 ans. Ou on disait aussi, tout est joué à l'âge de 10 ans. Quand on rencontrait un adulte dans la rue et quand il vous disait non, moi, j'ai pas trop suivi les cours d'anglais, c'est dommage, parce que j'aurais bien aimé connaître l'anglais, mais c'est trop tard. Parce que mon cerveau, il est plus capable d'évoluer par rapport à ça. Je ne suis pas capable d'intégrer une nouvelle langue aujourd'hui. J'ai 37 ans, j'ai 40 ans, c'est trop tard. Mon cerveau, il est figé, il ne bouge plus, et on ne va plus le changer maintenant. Alors en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est beaucoup plus compliqué que ça, parce que la neuroplasticité, elle nous montre que globalement, le cerveau, il est malléable. Il se remodèle sans cesse. Il se transforme continuellement, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes plongé, si vous discutez, si vous regardez un film, si vous faites une activité particulière, votre cerveau, il va changer, il va se transformer. Quand on apprend quelque chose, quand on devient par exemple un apprenti du bâtiment, tiens, eh ben forcément, on est plongé dans quelque chose où on va être soumis à tout un tas d'informations, où on va apprendre à utiliser ses mains différemment pour faire des gestes particuliers, pour apprendre un métier particulier. Et ça ne se fait pas en une journée, ça ne se fait pas en 2 journées, ça ne se fait pas en 1 mois, ça ne se fait pas en 2 mois, ça se fait pendant un long cours, c'est-à-dire pendant de nombreuses années. Et donc,
Ça, on peut le voir. On peut le voir grâce à ces IRM fonctionnels notamment, toutes ces transformations dans le cerveau. Et ça veut donc dire que par exemple, quand vous êtes là devant moi, que vous m'écoutez, peut-être que vous rêvassez ou pas, vous vous dites, forcément ça a un impact sur ce que vous pensez, et quand vous allez sortir de cette pièce, votre cerveau il va être légèrement différent. Alors c'est très intéressant parce qu'on a avec nous Son Thierry. Et je suis très heureux qu'il puisse être là aujourd'hui et que André puisse être avec nous aujourd'hui parce qu'on va rentrer dans toutes ces considérations-là. Et vous allez pouvoir nous écouter, vous allez pouvoir interagir avec nous et surtout, si vous avez des questions, vous allez pouvoir nous les poser. Les neurosciences, on va en discuter avec Son, avec beaucoup de bonheur. On va avoir un ensemble de questions qui vont globalement jalonner notre discussion. On va commencer maintenant en posant cette première question qui nous semble importante dans notre métier, dans nos activités. Son, qu'est-ce que ça peut apporter, selon vous, les neurosciences à la pédagogie? Merci Franck pour cette introduction. Alors, en fait, je vais peut-être vous surprendre, mais assez peu de choses. Assez peu de choses en réalité. Il y a... En fait, le terme de neurosciences et la discipline des neurosciences est quelque chose qui accroche beaucoup l'attention des gens, des médias, parce qu'il y a quelque chose d'un peu magique derrière et qu'on ne pouvait pas faire avant. Et donc, voilà, on commence à avoir des neuros un peu de tout. Des neuros, le jour, je lisais un article, je crois, sur les neuromanagers. Quelque chose comme ça. On atteint parfois un peu le comble du ridicule sur ça. Ce qu'il faut comprendre en réalité, c'est que en fait, ce ne sont pas les neurosciences en fait qui apportent le plus à la question pédagogique. Ce sont d'autres disciplines en fait, des sciences cognitives qui sont plus de l'ordre de ce qu'on appelle la psychologie cognitive et la psychologie sociale. En fait, les sciences cognitives, si vous voulez, c'est l'ensemble c'est un champ thématique qui regroupe plein de disciplines académiques qui vont toutes s'intéresser avec leur manière au fonctionnement de la pensée humaine, de la pensée, du raisonnement, dans plein de dimensions, pas que l'apprentissage, des chercheurs qui travaillent sur la question du langage, sur la question des émotions, de l'empathie, de la collaboration, bref, il y a plein de dimensions, et l'apprentissage, évidemment, est l'un des aspects fondamentaux. Et en fait, dedans, vous avez plein de disciplines, vous avez la linguistique, vous avez même de la philosophie, vous avez l'informatique aussi. Et en fait, les neurosciences ne sont que l'une des disciplines qui va s'intéresser à ces questions sous l'angle de l'anatomie et de la biologie. Et après, vous avez la psychologie, qui en fait, elle est beaucoup plus... en réalité, vous voyez, quand on sait que, par exemple, par rapport aux exemples qui étaient montrés tout à l'heure, au moment où vous apprenez, je ne sais pas, à jouer de la guitare, pour reprendre l'exemple qui a été donné, vous avez certaines zones cérébrales qui s'activent plutôt qu'une autre par rapport à quand vous apprenez un métier manuel. Finalement, on n'en va pas en tirer grand-chose. Ce qui va nous apporter beaucoup, c'est la psychologie. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la discipline de la psychologie, c'est une discipline qui est beaucoup plus terre à terre, j'ai envie de dire, et c'est important, beaucoup plus proche du terrain, qui va arriver en fait pour venir évaluer, je dirais, l'efficacité relative de différentes méthodes pédagogiques qui sont employées par les acteurs de terrain, les formateurs et les enseignants. Donc c'est une discipline qui consiste de manière très simple à se dire, finalement, aujourd'hui, on emploie tous des pratiques pédagogiques au quotidien dans nos métiers, et on a tous des intuitions sur ce qui fonctionne le mieux, basées sur nos expériences, nos ressentis avec des élèves, avec des apprentis. Par exemple, on peut certains avoir le ressenti que, je ne sais pas, que quand on demande aux élèves de travailler sur une carte mentale, par exemple sur un cours qu'on va leur donner, ça va être plus efficace que juste de leur demander de relire leur cours. Ou que ça va être aussi plus efficace que de leur demander de travailler sur des exercices où ils vont essayer par eux-mêmes de faire, parce qu'on a ce sentiment. En réalité, on ne sait jamais vraiment. Vous serez d'accord pour dire qu'en fait, ce sont des intuitions, mais on ne sait pas vraiment. Ce que va venir faire la recherche en psychologie, c'est venir de manière complètement agnostique et dire, bon, on va vérifier. Ce qui marche, on ne sait pas. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre 300 élèves, 300 apprentis, par exemple, et on va leur soumettre le même cours, mais avec une modalité pédagogique différente, et surtout, on va tirer au sort, de manière complètement aléatoire, qui va être dans quel groupe. Comme ça, on est sûr que ce qu'on compare et les différences qu'on va observer à un résultat, à un test final, par exemple, n'est lié qu'à la modalité pédagogique qu'on aura employée. Et c'est là où on va vérifier, et parfois, on confirme des intuitions, parfois, on a des surprises.
où en fait c'est quelque chose qui est complètement à l'opposé de ce qu'on pensait, qui est plus efficace qu'un autre. Vous voyez, c'est une discipline en fait qui est, je dirais, beaucoup plus concrète, pragmatique, et qui surtout ne vient pas, parce que j'entends souvent dans les réactions vis-à-vis des sciences cognitives, mais bon, c'est à cause de ce biais des neurosciences, de dire qu'en fait les neurosciences viennent nous redire des choses qu'on sait déjà depuis très longtemps. En réalité, les sciences cognitives en fait, ne présentent pas du tout inventer des méthodes pédagogiques. Elles vont juste faire le tri entre tout ce qui se fait pour les vérifier de voilà, qu'est-ce qui marche ou qu'est-ce qui ne marche pas. Et en fait, les neurosciences ne viennent qu'après, éventuellement, venir confirmer des résultats qu'on a obtenus en masse par ces travaux de psychologie cognitive, psychologie sociale, pour vérifier est-ce qu'on retrouve, est-ce qu'on arrive à expliquer ces raisonnements sous forme de mécanismes biologiques, mais ça a assez peu d'apports, je dirais, directs et concrets pour les acteurs de terrain. Il y a quand même, ceci dit, pour réhabiliter un tout petit peu les neurosciences après ça, il y a deux choses que les neurosciences, de manière générale, ont apporté. Je pense que la première, c'est ce qu'a expliqué Franck. C'est le fait que je pense qu'il y avait beaucoup de doutes, et même encore maintenant en réalité, hein, sur le degré auquel tout le monde est capable ou non d'apprendre. Et c'est vrai que ce qu'ont fait les neurosciences et tous ces travaux de plasticité cérébrale qui ont montré que l'ampleur des modifications cérébrales qui ont lieu sur le plan quantitatif et biologique lors d'un apprentissage est gigantesque. Et surtout, est gigantesque quel que soit l'individu, quel que soit son âge, quel que soit son niveau présumé, quelles que soient ses capacités présumées. Il y a évidemment des variabilités entre individus, hein, mais elles sont très faibles par rapport à l'ampleur des variabilités qu'on est capable d'observer chez un individu. Ce qui, j'ai envie de dire, en termes de message et en termes de, est extrêmement important pour rassurer, je dirais, un peu tout le monde, et en premier lieu les apprentis et les élèves, et on va voir à quel point c'est extrêmement important, sur leur capacité à apprendre. Et peut-être un deuxième domaine sur lequel les neurosciences apportent à la pédagogie, c'est de manière plus resserrée sur les questions des pathologies. Évidemment. Après, il y a aussi des pathologies vis-à-vis de l'apprentissage qu'on arrive à expliquer en grande partie grâce à ces travaux de neurosciences. Mais voilà, je dirais que sur le quotidien, en tout cas, des formateurs, on est plus dans l'ordre de la psychologie cognitive et sociale. Alors, on parle des... Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, André ? Je pense que c'est intéressant de souligner l'apport des neurosciences en relation avec la psychologie contemporaine. Parce que l'école de psychologie avec laquelle je travaille à Toulouse, c'est une psychologie du développement. Et c'est d'émergence relativement... pas si récente que ça, mais dans les travaux les plus récents, si vous voulez, ça va vraiment des travaux avec les petits-enfants jusqu'à des travaux avec des nonagénaires. Vous voyez ? Donc un psychologue du développement, il intervient non seulement avec des enfants, des adolescents, mais aussi avec des personnes en gériatrie. Parce que, y compris en gériatrie, il y a quand même un potentiel de développement qui est important. Après, les neurosciences, ce que disait Sunny, le côté pathologique en gériatrie, il est évident, c'est dans les cas de dégénérescence, en fait. Et dans ce cas-là, effectivement, les affectations fonctionnelles, elles sont très spécifiques en fonction des localisations. Si c'est les noyaux de pic, par exemple, je vais jargonner un peu, c'est pas la même chose que si c'est Alzheimer, c'est pas la même chose si c'est Parkinson, vous voyez, pour situer les choses. Du coup, c'est comme ça qu'avec des tests adaptés, qu'on peut repérer vraiment le diagnostic, enfin diagnostiquer précisément l'affection. Mais même dans ces cas-là, les psychologues du développement peuvent travailler sur la rééducation fonctionnelle. Hein. Voilà. À la fin de ce que vous avez dit, vous avez parlé de pathologie et d'apprentissage. Je n'ai pas compris exactement où vous voulez en venir là, par rapport à l'expression. La pathologie de l'autisme, par exemple. Voilà, par exemple, l'autisme est une... même le terme de pathologie est remis en question dans le cas de l'autisme, évidemment. Mais vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, c'est des fonctionnements qui sont en tout cas non standards par rapport à ceux qu'on a évalués. Et donc, pour bien les comprendre, là, pour le coup, les neurosciences ont un apport parce qu'ils nous permettent de regarder est-ce qu'il y a une différence dans les zones qui sont activées. Ils nous permettent de comprendre un certain nombre de choses. C'est ça que je voulais dire. Oui, pareil pour les 10. Oui, pareil pour les 10, ouais, exactement. On rentre déjà dans le cœur du sujet. Qu'est-ce qu'on apprend, Sun ? Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau d'un jeune apprenant, par exemple ? Comment ça se passe quand il apprend ? Quand on lui enseigne quelque chose ? Quand on lui dit quelque chose ? Quand il est en situation de formation ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est une question très large. C'est une question très large et assez complexe. Et surtout, je dirais qu'il y a on a beaucoup de consensus dans la littérature sur une question comme celle-ci. On va
plus être de l'ordre de, on a différents modèles qui ont été posés, qui permettent de rendre cohérent un ensemble de résultats de recherche qu'on a obtenus et d'expliquer de différentes manières, voilà, de théoriser de différentes manières comment se passe l'apprentissage. Moi, le modèle que j'aime bien, c'est un modèle qui s'appelle le modèle ACTR, bref, d'un chercheur qui s'appelle Anderson, parce que je trouve que c'est celui qui est le plus, dont les liens sont les plus directs avec les recommandations concrètes et pratiques qu'on peut faire après pour les acteurs de terrain. Ce que ce modèle pose, c'est qu'en fait l'apprentissage, et je trouve que ça marche bien par rapport à tous les résultats qu'on connaît, que derrière une compétence, un savoir-faire, quel qu'il soit. Alors, je vais employer, pour simplifier la discussion, hein, si vous le voulez bien, le terme savoir-faire de manière très générale, qui peut être la capacité à faire quelque chose correctement. D'accord, donc ça peut être tout autant un savoir-faire manuel que analyser une situation correctement, que même ce qu'on mettrait plus de l'ordre du savoir-être, c'est-à-dire savoir réagir correctement au cours d'une réunion de travail, etc. Je vais tout regrouper sous le terme savoir-faire. Et que en fait, un savoir-faire, ces deux dimensions se formulent de manière sur deux dimensions différentes. C'est d'abord savoir faire cette chose correctement. Je dirais que c'est de l'ordre de l'exactitude de ce que vous faites. C'est est-ce que ce que vous le faites sans erreur, entre guillemets. C'est-à-dire que vous le faites et vous et vos pairs jugez que ce que vous avez fait est de qualité, simplement. Et après, c'est l'autre dimension et la rapidité par laquelle vous faites ça. Ce sont deux choses assez distinctes finalement, hein, vous voyez bien. On peut savoir faire sur vous, et en fait souvent ces deux dimensions de l'apprentissage correspondent un peu à deux phases différentes, qui se superposent légèrement, mais généralement quand vous commencez à apprendre quelque chose, à l'issue, vous savez le faire correctement, peut-être aussi bien qu'un expert confirmé, mais vous allez le faire lentement. Vous avez besoin de réfléchir dessus, vous avez besoin de remobiliser tout ce que vous avez appris pour être capable de le faire correctement. Et après, dans une deuxième phase généralement de l'apprentissage, vous allez automatiser ce savoir-faire et le faire de plus en plus rapidement. Jusqu'à un certain moment, le faire de manière complètement automatique. Et ça, je dirais que c'est l'aboutissement complet d'un savoir-faire, de manière tellement automatique que son activation va même devenir inconscient. En fait, là, nous tous, il y a un ensemble de choses qu'on fait de manière complètement inconsciente. Je veux dire, quand vous marchez, vous ne vous cassez pas la figure. Moi, ça, c'est un savoir-faire. Et vous ne vous rendez pas compte de tous les petits gestes que vous pouvez faire, que votre pied peut faire au moment où il emprunte des marches, alors que c'est un savoir-faire énorme, extrêmement développé. Vous êtes beaucoup cassé la figure dans votre vie quand vous étiez tout bébé pour réussir à le développer. Et maintenant, c'est devenu un automatisme. Donc quand vous le faites, ça ne prend plus aucune place en ce qu'on appelle votre mémoire de court terme, votre mémoire de travail, parce que vous n'avez plus à réfléchir de manière consciente dessus. Voilà. Et donc, ce sont un peu de choses qui, sur le plan, pour le coup, la neurologie, on les comprend un peu. Je dirais que le premier est vraiment de l'ordre, c'est un réseau de neurones, en fait. Hein. Tous les savoir-faire qu'on développe ne sont rien d'autre que des réseaux de neurones qui, au moment où ils s'activent, vont vous trouver une solution à votre problème, vont vous donner vont créer un output, c'est-à-dire que vous avez une situation à analyser, par exemple, pour prendre un exemple peut-être dans le BTP, une situation de chantier, et quelqu'un qui va devenir compétent pour être capable d'analyser les risques, par exemple, qui existent dans le chantier, et quelqu'un qui va, donc toutes ces informations vont rentrer, un réseau neuronal va être activé, qui va lui sortir en output quelles sont les zones dangereuses ou pas. Voilà. Et la deuxième phase qui correspond plus à la rapidité, à l'automatisation de ce savoir-faire, correspond plus à ce qu'on appelle des chemins d'accès en mémoire, qui sont en fait des chemins qui vont activer ce réseau de neurones. Vous voyez, c'est comme si vous aviez des tiroirs dans lesquels vous aviez les réponses aux problèmes, pour vraiment schématiser, et que vous aviez des chemins d'accès pour savoir quel est le tiroir à ouvrir par rapport à la situation en question. Voilà. Et donc ces deux dimensions sont importantes à prendre en compte dans l'apprentissage, parce que, donc, on peut peut-être enchaîner sur la troisième question, les mécanismes qui vont faire que chacune de ces phases se passe bien sont d'ordre différent. Ils relèvent de facteurs différents en réalité. Le premier, n'hésitez pas, hein, s'il y a des points sur lesquels je ne suis pas clair. C'est plus ou moins long et en fait, on en avait discuté un petit peu. C'est un peu comme quand on apprend à conduire en fait. Quand vous commencez tout juste, vous avez votre permis, donc vous ne savez pas conduire.
Donc en fait, vous regardez la vitesse que vous êtes en train de passer, vous regardez à laquelle vitesse vous allez, vous vous dites, tiens, là, je vais passer la troisième en fait. On se souvient tous de ce moment extrêmement exténuant de notre vie quand on commençait à conduire, où on était sensible absolument à tout. Alors on conduisait pas mal, c'était pas trop mal, c'était à peu près bien, on faisait des erreurs, mais bon, ça allait. Et maintenant, quand on y pense, des années et des années après, on se souvient même pas de la route. On se souvient qu'on a pris la voiture à un moment, puis on est parti d'un point A, puis on est arrivé d'un point B, mais on ne se souvient pas avoir passé les vitesses, on ne se souvient pas avoir fait attention à la vitesse à laquelle on allait pour passer les vitesses. C'est ça l'apprentissage dont on parle. Si on doit résumer presque globalement, de façon presque arbitraire, ce qui a été dit, c'est qu'il y a un moment en fait où tout ça devient, entre guillemets, attention, hein, instinctif. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de logique là-dedans qui nous dépasse. On a appris quelque chose. Et d'ailleurs, c'est pas forcément là, c'est ce qu'on se disait, qu'on est le meilleur pour expliquer ce qu'on a fait. Oui, Quelqu'un qui devient... en fait, effectivement, paradoxalement, c'est ce que j'ai oublié de dire, effectivement, à la fin, toute fin, quand vous avez automatisé tellement les choses qu'elles deviennent inconscientes, c'est souvent là où on a du mal à les transmettre. À l'expliquer. Parce que comme on se rend plus compte de ce qu'on fait et de pourquoi on les fait, c'est souvent là où d'ailleurs quand vous montrez le geste à quelqu'un, lui en fait vous allez vous focaliser sur les points qui vous semblent complexes et lui va focaliser sur d'autres choses. Il dit non mais là pourquoi tu l'as fait dans ce sens-là ou dans cet ordre-là, et là ça va vous revenir en esprit, vous allez lui dire ah oui bah parce que c'est évident, parce qu'il faut le faire comme ça. En fait ça l'est pour vous parce que vous ce sont des choix et des décisions que vous avez pris de manière complètement automatique. Et donc c'est une déconstruction. La pédagogie aussi après pour l'effort pour l'expert et le formateur qui doit transmettre, et aussi une déconstruction de tous ces je dirais des micro-savoir-faire, micro-compétences qui sont derrière le savoir-faire plus complexe. Et peut-être pour répondre à votre question plus directement sur le temps, en fait, la réponse est difficile parce que je pense qu'il n'y a aucune réponse absolue parce que tout dépend en fait du niveau de complexité de la compétence dont on parle. En fait, par exemple, savoir jouer de la guitare. Derrière savoir jouer de la guitare, je ne pourrais pas vous dire que c'est 21 jours, je ne pourrais même pas vous dire que c'est beaucoup plus parce qu'en réalité, c'est un vous pourriez le découper en plein de sous. Compétences. Conduire, c'est la même chose en fait. Derrière, conduire, pour très bien conduire, ça prend énormément de temps. Mais parce que derrière, il y a plein de sous-compétences. Donc ça dépend complètement à quel niveau on se situe. Et souvent, en fait, ces phases-là, ces deux phases, elles vont se superposer compétence après compétence. C'est-à-dire que, par exemple, je reprends l'exemple de la guitare, au début, vous allez commencer à savoir, vous allez vous concentrer sur juste être capable de faire quelques gestes très très simples. Et quand vous allez savoir bien les faire, vous allez commencer à apprendre des accords qui sont un petit peu plus compliqués. Et en fait, au moment où vous commencez à passer à la deuxième phase, c'est-à-dire, à apprendre ces accords un peu plus compliqués, en fait, vous faites deux choses en même temps. Vous êtes en train d'automatiser les gestes simples que vous avez appris dans un premier temps, où vous avez passé cette première phase juste de conscientisation, et là vous êtes en train de l'automatiser, et en même temps vous êtes en phase 1, je dirais, d'apprentissage initial pour ces accords plus compliqués. Donc vous voyez, en fait, tout se superpose, en fait qu'en réalité, à chaque fois qu'on apprend quelque chose, progressivement, on va agréger, vous voyez, des micro-compétences les unes après les autres, et donc voilà, ça dépend juste à quel niveau on se situe. Donc je ne sais pas le chiffre que vous avez de 21, sur quel niveau il s'est situé, c'est ça que j'ai pas clairement en tête, mais je connais pas. Ah, d'accord. D'accord. Ah bah, je ne connaissais pas. Il y a un petit... En tout cas, je ne connaissais pas, moi. Strictement sur l'histoire des neurones, sur la mémoire court terme, en fait, il y a un mec qui s'appelle Miller, dont on dit tout le temps les chiffres magiques de Miller, vous avez peut-être déjà entendu ça, c'est 7 plus ou moins 2. Mais ça, c'est valable que pour la mémoire court terme, en fait. C'est-à-dire, en fait, il travaille avec des paquets de lettres, et il demandait aux gens de mémoriser, et il s'est aperçu que, alors, statistiquement, les gens retenaient, grosso modo, entre 5, alors 2 en moins, 2 en plus, vous voyez, ça se distribuait sur un échantillonnage statistique. On ne peut pas appliquer le chiffre magique de Miller à n'importe quoi parce que ça dépend du sujet, en fait. Quelqu'un qui ne va pas être à l'aise avec les chiffres, par exemple, il va plutôt mémoriser des numéros de département. Vous voyez, c'est une méthode de rééducation fonctionnelle pour les personnes âgées, par exemple. Quand les personnes âgées commencent à avoir du mal avec des chiffres complexes, 62, 59 par exemple, elles peuvent mémoriser Pas-de-Calais, Nord. Il y a quelle personne voilà, c'est une façon de retenir les codes de carte bancaire, vous voyez, mais sans passer par le chiffre. Mais du coup, ce que je disais sur le 7 plus ou moins 2, il ne fonctionne pas exactement de la même façon. Ça va dépendre des gens. Je ne veux pas anticiper trop sur le propos d'après, mais en matière d'apprentissage, il y a aussi une part très très liée au sujet. C'est très subjectif, hein, aussi.
Et c'était intéressant. Alors évidemment, ça fait écho à ce que l'on vit dans nos structures, dans nos centres de formation, c'est-à-dire qu'un jeune homme qui va commencer un CAP de menuiserie, par exemple, on l'a tous vu, au début c'est extrêmement compliqué, il fait très attention aux gestes qu'il exécute, il est en train de faire quelque chose, ça lui semble difficile, il a des difficultés à coordonner ses actions, ses mouvements. Et puis quand il va en entreprise, parce qu'il est en alternance, ce jeune homme ou cette jeune femme, quand il va en entreprise, ses apprentis, il se retrouve devant un maître d'apprentissage qui lui a conscientisé depuis belle lurette toutes les activités et qui est capable de dire non mais attends, c'est pas comme ça, il faut faire telle chose, mais il a beaucoup de mal à exprimer la façon avec laquelle ça doit être fait. Il a beaucoup de mal à se montrer pédagogue parce qu'il n'est pas du tout dans la même dimension. L'autre, il est le pauvre garçon ou la pauvre jeune fille, il commence à conscientiser des gestes, à essayer de les comprendre. L'autre, il n'est pas du tout dans cette attitude-là. Tu voulais poser une question. Juste reprendre par rapport à ce que tu viens de dire, c'est là qu'on a des maîtres d'apprentissage ou des formateurs qui disent je ne comprends pas, il ne comprend pas. C'est là où il n'arrive pas à voir justement ce qui n'a pas été décodé chez l'autre, mais il ne se fait pas cette réflexion et je ne comprends pas, il ne comprend pas. Alors que pour lui, ça paraît tellement simple. C'est juste pour dire ce que tu disais. Moi, j'avais une question plus biologique. Vous parlez de réseaux de neurones et puis donc c'est une architecture des réseaux de neurones quand on a un savoir-faire, c'est-à-dire qu'ils vont, ils s'agencent de telle manière que le savoir-faire ressort, ou c'est des réseaux de neurones différents. Par exemple, le réseau qui nous permet de conduire n'est pas le même réseau de neurones qui nous permet de scier une planche, ou n'est pas le même réseau, ou c'est le même réseau mais agencé différemment. Je pense que les... Non, mais bon, c'est parce que dedans, enfin, sur ces sujets, hein, il y a des querelles de chapelle sur les manières d'analyser ça. On peut le modéliser un peu de différentes manières. Donc même la réponse que je vous ferai serait même pas absolue parce que je pense que d'autres chercheurs pourraient vous faire d'autres réponses. Ce qui est important en fait de savoir, c'est que un savoir-faire, c'est en tout cas des réseaux de neurones a priori. Enfin, qu'ils soient distincts ou que ce soit les mêmes agencés différemment, quelque part, peu importe, parce que le sujet, c'est que c'est la manière dont ils vont s'enchaîner les uns après les autres. En fait, vous savez, les neurones, en fait, ce sont des choses qui envoient des signaux, en fait, hein, qui se connectent. Donc quelque part, que parfois, ça passe à travers les mêmes neurones. En fait, on s'en quelque part peu importe. La question, c'est l'automatisme et la vitesse à laquelle tout ça va se connecter. Et par exemple, ce qui est intéressant par rapport à ça, juste, mais après, on peut peut-être pas trop s'attarder dessus parce qu'il y a plein de sujets, mais ouais. C'est que ça, c'est l'apprentissage. Et après, par exemple, sur la question de la créativité. Par exemple, ce qui est un tout autre sujet, hein. Créativité, c'est d'inventer quelque chose de nouveau par rapport à trouver une nouvelle solution à un problème sur lequel on n'en avait pas auparavant. Et ben là, on va plus être de l'ordre de la capacité à connecter des réseaux de neurones qui n'étaient pas connectés a priori pour pouvoir résoudre un même problème. Donc vous voyez, c'est pour ça que je distingue bien les deux en fait par rapport à ça. Voilà. Donc peut-être pour revenir sur la question donc, de qu'est-ce qui va faire que ces deux étapes vont plus ou moins bien se passer dans l'esprit des apprenants. Sur la première étape qui consiste encore une fois à développer le savoir-faire, à créer ce réseau de neurones et qui génère un output, enfin un livrable, j'ai envie de dire presque, qui soit exact sans erreur. Ce qu'il faut comprendre en fait, c'est cette première étape, c'est une étape consciente. Et donc si elle est consciente, c'est qu'elle mobilise ce qu'on appelle la mémoire de travail, ou parfois on appelle la mémoire à court terme, qu'on oppose à la mémoire de long terme. La mémoire de long terme, c'est, si vous voulez, votre bibliothèque infinie qui va stocker l'ensemble, c'est tous les réseaux de neurones possibles et imaginables que vous avez en mémoire. Et ça, la capacité de cette mémoire à long terme est quasiment infinie. Enfin, en tout cas, on n'y voit absolument pas de limite aujourd'hui. La mémoire à court terme, c'est la mémoire consciente, d'accord ? C'est comme votre mémoire de traitement, où vous traitez de manière consciente toutes les informations qui arrivent. Et elle, en revanche, elle a une capacité qui est très limitée. En fait, contrairement à ce qu'on pense, on a tous une capacité, on peut penser parfois, on a tous une capacité limitée pour traiter de manière consciente un certain nombre de sujets. Des fois, vous allez voir, on en parlait là juste avant le démarrage, on va avoir l'impression que quelqu'un va pouvoir faire plein de choses à la fois. En réalité, quand il fait plein de choses à la fois, c'est parce qu'il y a tout un ensemble de choses qu'il fait de manière très automatique, qui sont complètement automatisées, et donc celles-ci, on y reviendra, c'est des choses qui ne passent plus par la mémoire de long terme, par la mémoire de court terme. Et en fait, en revanche, le nombre de décisions actives qu'il prend, de choix, d'analyse qu'il fait, elle est très limité. Et donc, quand vous êtes en phase d'apprentissage, vous traitez toutes les informations que vous recevez dans cette mémoire, et cette capacité de traitement fait que l'une des limites les plus fréquentes à l'apprentissage va être la surcharge. En fait, on va être très facilement surchargé d'informations à traiter. Et ça va être très lié aussi au choix pédagogique qu'on va pouvoir faire. Je vais y revenir tout à l'heure. Mais pour vous donner un exemple,
Pour vous donner un exemple, par exemple, la pédagogie par projet. Voilà, pour donner quelque chose d'un peu contre-intuitif. On parle d'innovation pédagogique, on se dit beaucoup souvent, bon, bah voilà, la pédagogie par projet c'est super parce qu'on plonge les gens dans une dimension active où ils vont eux-mêmes s'approprier un sujet et voir et comprendre à quoi ça sert. En fait, on a eu pas mal de travaux de recherche qui ont montré que la pédagogie par projet, son effet pouvait être contre-productif en fonction du niveau initial de l'apprenant. C'est-à-dire que soit on est sur un apprenant qui... parce qu'en fait, quand vous travaillez sur un projet, vous faites beaucoup de choses à la fois. Non seulement vous devez mobiliser toutes les connaissances, les micro-compétences pour pouvoir réaliser le projet, et en plus, chacune d'entre elles, il faut le faire correctement. Et en plus, vous devez toutes les agréger ensemble et vous devez gérer plein de choses. Vous devez gérer la collaboration avec d'autres, vous devez gérer une situation réelle, des émotions. Il y a tout un ensemble de choses. Et ce qui a été montré, c'est que chez les apprenants qui maîtrisaient déjà tous les savoir-faire, toutes les connaissances, la pédagogie par projet avait un effet très positif parce que ça leur permettait de travailler sur la mise en commun de toutes ces compétences dans une situation concrète. En revanche, pour des apprenants qui devaient apprendre de zéro, qui ne connaissaient rien au sujet, et souvent on fait ça, on les met en se disant bon bah voilà, comme ça ils vont comprendre par eux-mêmes en faisant, en fait ça avait un effet négatif par rapport à mettre les apprenants dans une situation plus classique où ils vont apprendre les savoir-faire les uns après les autres. Et donc ça, pourquoi ça a été expliqué précisément à cause de ce problème de surcharge. Parce que cette mémoire de travail à court terme est limitée et que toutes ces situations pédagogiques dans lesquelles on met l'apprenant face à une quantité trop importante de choses à acquérir en même temps par rapport à sa maîtrise initiale du sujet, peuvent avoir un effet négatif. Pour anticiper peut-être sur la suite, l'une des choses qu'on peut faire par exemple de manière très simple pour éviter ce problème dans cette phase d'apprentissage initial, quand on fait de la pédagogie par projet, parce qu'elle a aussi un effet positif sur la motivation évidemment initiale, hein, donc ça c'est encore un autre aspect, donc des fois on a besoin de le faire initialement, c'est par exemple de découper en objectifs pédagogiques très fins en fonction de vos apprenants. De bien identifier des apprenants qui, eux, sont plus avancés et de leur dire, bon, bah, toi, tu fais le projet comme prévu initialement. Et pour les autres, de leur dire, bon, bah, toi, vu que pour le moment, c'est très nouveau pour toi, focalise-toi sur cet aspect-là, en particulier. Le reste, si tu te plantes, c'est pas grave. C'est pas grave, tu t'en préoccupes pas, et c'est juste cette partie-là sur laquelle je veux que tu te concentres. Ce faisant, en fait, vous l'aidez à lui concentrer son attention uniquement sur un aspect, et ça évite ces problématiques de surcharge. Vous voyez, cette compréhension, c'est ce qu'elle nous permet en fait de raffiner sur le plan des méthodes pédagogiques. L'autre aspect très important sur cette première phase de comment on finit par faire des choses de manière exacte, c'est la place très importante du feedback, du retour d'information corrective pour le dire en français. Vous me permettrez feedback. En fait, j'aime bien donner l'exemple de la cuisine ou du management. Quelqu'un qui cuisine beaucoup, il peut même arriver en phase 2 et de le faire tout de manière très automatique. Si personne ne lui a jamais dit que ce qu'il faisait était mauvais, il continuera à faire les choses de manière mauvaise. Enfin, il continuera à faire des mauvais plats. Et il le fera très vite, il le fera de manière automatique et inconsciente, si jamais il n'a eu de feedback lui disant que ce n'était pas bon. Et donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui a été vraiment très, très identifié par la recherche. C'est la place essentielle du feedback tout au long du processus d'apprentissage. C'est-à-dire que vous faites les choses et il faut que systématiquement, durant toute la phase, que les personnes aient des feedbacks. Donc, pour avoir des feedbacks, ça veut dire qu'il faut être en situation d'exercice. Évidemment, si la personne, c'est là où l'apprentissage, je dirais, actif, mais on va revenir dessus, est important. Avec la limite que je viens de dire, hein, parce que ça peut être actif, mais du coup négatif si on met les apprenants en surcharge. Mais c'est ce qui va permettre aux apprenants de s'exercer, d'essayer, éventuellement de se tromper, et du coup de recevoir des feedbacks pour pouvoir réajuster leur représentation mentale et se corriger mutuellement. Et donc là, ça va vraiment à l'inverse de beaucoup de méthodes pédagogiques évidemment traditionnelles, dans lesquelles on voit les choses de manière inversée, on se dit en fait on fait le cours, donc on explique les choses de manière descendante, et ensuite on évalue. Et en fait, la phase où on s'exerce, c'est la phase où vous êtes déjà évolué, c'est la phase où on est évalué par le correcteur, alors qu'en fait c'est là où on apprend. Voilà. Donc ça, c'est vraiment, je dirais, s'il y avait deux choses à retenir sur cette phase, c'est vraiment cette problématique de la surcharge d'une part et l'enjeu du feedback et du coup de la place fondamentale de l'exercice de l'essai-erreur durant cette phase d'apprentissage. Sur la deuxième phase de l'automatisme, alors là, il y a pas mal de choses, mais qui se regroupent sur un point commun. Comment est-ce qu'on finit par faire les choses de manière très automatique et rapide? C'est vraiment la répétition et la répétition de l'effort. De l'effort de récupération en mémoire. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que, vous savez, je vous disais que là l'enjeu, c'est la question de à quel point j'ai des canaux d'activation, des chemins d'activation
de ce réseau neuronal. En fait, ces chemins d'activation, ils ne se créent pas n'importe comment. Ils se créent au moment où vous essayez par vous-même de faire les choses sans qu'on vous ait dit auparavant comment les faire. Vous voyez, si vous passez votre temps à montrer à quelqu'un comment faire à chaque fois qu'il doit le faire par lui-même, il ne crée pas les chemins parce qu'il ne fait que suivre, c'est vous qui l'avez activé pour lui, quelque part. C'est quand il doit par lui-même essayer et éventuellement ne pas y arriver, qu'il va creuser en fait des chemins d'accès, qu'il pourra récupérer, son cerveau va réutiliser ensuite pour les réactiver par lui-même. Un exemple, si vous voulez bien retenir ça, c'est vraiment le coup du GPS. Je pense que ça, c'est vraiment le truc sur lequel on a tous remarqué, on l'a tous ressenti individuellement. Depuis qu'on a des GPS, personne ne se souvient des chemins. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas besoin. Le cerveau est une machine très intelligente. Hein. Si elle n'a pas besoin d'apprendre quelque chose, elle ne le fait pas. Tout simplement. Et quelque part, tant mieux. Là, j'ai envie de dire pourquoi apprendre par cœur des chemins si on a un GPS toute notre vie qui va nous permettre de nous indiquer le chemin. Mais du coup, ce qui fait que comme à chaque fois on a le chemin, on n'a jamais essayé de se remémorer par soi-même le trajet. Et donc voilà, c'est ça qui est fondamental. Ça va être de faire cet effort de récupération. Mais peut-être déjà d'entrée pour déconstruire une idée reçue aussi sur cet effort. Il y a eu beaucoup de choses après qui ont été dites à partir de ça sur l'ancrage mémoriel. Vous l'avez peut-être entendu sous ces termes-là et l'espacement, et qui ont été dites par beaucoup de gens qui, je pense, connaissent pas tant que ça en fait la recherche, et qui ont transformé ça en l'idée qu'il fallait refaire des piqûres de rappel, et dans lequel, par exemple, on va rediffuser la vidéo à la personne régulièrement de manière espacée. Bon, ça ne marche pas. Pourquoi? Précisément parce que vous regardez une vidéo ne vous fait faire aucun effort de récupération en mémoire. Vous ne faites que réexposer la personne à un contenu. Et donc elle n'a jamais à aucun moment à creuser elle-même. Donc c'est vraiment l'important, c'est pas simplement la répétition, c'est pour ça que j'insiste, c'est la répétition de l'effort de récupération en mémoire. Je sais, ça fait un peu long, mais c'est vraiment le tout qui est fondamental pour comprendre comment est-ce que se crée cette automatisation d'un réflexe, finalement. On a commencé déjà à parler de motivation. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose, André, sur ce point-là? Peut-être pour illustrer ce que disait Son Thierry, c'est très spectaculaire quand on s'intéresse au mode de raisonnement algorithme heuristique, en fait. C'est-à-dire, quand on compare des experts à des débutants. Je racontais tout à l'heure un monsieur qui s'appelle Perandio, et il étudiait des contrôleurs aériens. Et donc, il comparait des contrôleurs aériens expérimentés à des contrôleurs aériens débutants. Et ce qui l'étonnait, c'est que les contrôleurs aériens expérimentés, ils prenaient des décisions dans des temps de perception. C'est-à-dire, vous voyez une lumière qui s'allume, votre cerveau, le temps qu'il enregistre, c'est 600, 400, 800 millisecondes. Mais pour boucler un arc le réflexe, c'est-à-dire, vous voyez la voiture stop, le stop de la voiture devant, et vous appuyez sur la pédale de frein, ça, c'est à peu près 1600, 1800 millisecondes. Donc, les contrôleurs aériens, ils prenaient des décisions dans des temps de perception. Donc, matériellement, c'était impossible qu'ils raisonnent dessus, quoi. Et il s'est aperçu, alors, par une technique d'explicitation pour le coup, parce que ça, c'est une démarche très psychologique et très, très utile quand on veut faire dire à un expert comment il s'y est pris pour réaliser quelque chose, quoi. Du coup, il s'est aperçu qu'en fait, les contrôleurs aériens avaient des espèces de patterns, comme ça, des silhouettes de situation. Et quand ils voyaient une silhouette de situation, ça leur rappelait la silhouette dans laquelle ils avaient bien réagi. Du coup, 9 fois sur 10, ils ne se trompaient pas, et la 10e fois, ils s'apercevaient qu'ils s'étaient trompés, et ils corrigeaient quand même sur un autre pattern. Il valait mieux qu'ils corrigent, parce que vous imaginez ce que ça pourrait donner s'ils étaient restés sur leur erreur. Hein. Et la différence entre le débutant et l'expert, c'est aussi pour l'expert de savoir s'apercevoir qu'il s'est trompé et revenir sur un mode de raisonnement plus classique, quoi. Voilà. Donc c'était très très spectaculaire, mais ça, c'est vrai, et c'est exactement ce que disait le collègue tout à l'heure, quand quelqu'un qui est expert d'un domaine, que ce soit un charpentier, un menuisier ou n'importe quel autre métier, il ne comprend pas que son apprenti ne soit pas capable de faire aussi bien, aussi vite, quoi. Voilà. Et du coup, on va évoluer petit à petit dans nos questions. C'est une question, je sais que vous êtes inscrit à cet atelier parce que ça vous intéresse, cette idée d'apprentissage. Vous vous posez forcément des questions puisque ce sont vos valeurs. On est là pour former des apprentis, pour les accompagner. Donc forcément, on se pose la question de savoir comment ça se passe dans son esprit. Comment est-ce qu'on peut faire pour faire mieux? Et on va directement aller à la dernière question parce que je pense que c'est la question qui est essentielle. Si on devait parler de bonnes pratiques pédagogiques, c'est quelque chose dont on parle beaucoup dans notre réseau. Si on devait parler de bonnes pratiques pédagogiques, quelles seraient-elles? En fait,
quelque part, je suis un peu en train de vous les donner quelque part au fil de l'eau, hein, dans tout ce que je vous disais. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure de la question de l'attention à la surcharge. Donc, dans toutes les pédagogies qu'on peut mettre en place, enfin, actives, par projet, par découverte, enfin, toutes ces pédagogies-là, il faut faire attention à cet enjeu-là parce que c'est celle qui nous montre que parfois ça ne marche pas. La question de l'exercice et du feedback est vraiment, vraiment centrale et j'insiste dessus. Et ensuite, sur laquelle je ne l'ai peut-être pas donné, mais sur les questions d'effort de récupération en mémoire, pour être plus concret ensuite sur comment est-ce qu'on peut mettre ça en place très concrètement. Une pratique qui a montré une grande efficacité, c'est vraiment de faire des... j'ai vu des enseignants qui mettaient ça en place dans un collège-lycée à Paris, et c'est vraiment très en ligne avec ça. C'est en fait à chaque début de cours, ils prennent toujours 5 minutes, 5-10 minutes pour redemander aux élèves de se remémorer d'autres choses qu'ils ont vues dans l'année, de manière complètement aléatoire, pas du tout en mode contrôle, surprise et évaluation et on vous note après, hein, qui se trompent ou pas, c'est pas grave, mais en fait ils leur demandent à chaque fois en début, bon bah voilà, au hasard, il y a 2 mois on a vu tel point, est-ce que vous pouvez essayer de vous remémorer comment il fallait faire et quelles étaient les erreurs ou ce qu'on avait appris. Et surtout là, ce qu'ils évitent de faire, enfin non, au début ils le faisaient comme ça, et donc moi je leur avais préconisé, qui m'avait demandé mon avis, je leur avais dit, eux ils demandaient, et ensuite il y avait un élève qui levait la main et qui répondait. Ça il faut absolument éviter. Parce que du coup, tous les autres se reposent sur ce que cet élève va répondre. Il faut absolument leur laisser un temps à chacun. Et donc maintenant, ce qu'ils font, c'est pendant juste 2-3 minutes, chacun va essayer d'écrire. Et il leur dit vraiment, c'est pas grave. Si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave. Mais essayez de creuser au fond de votre mémoire au maximum de ce dont vous vous rappelez. Et ensuite, il y a l'un des élèves qui restitue, enfin qui se souvient bien et qui dit, le prof corrige éventuellement. Ça a eu des effets extrêmement... Donc on a eu beaucoup de travaux expérimentaux en recherche qui ont montré que ça avait des effets très très forts sur la capacité d'un élève, d'un apprenti à remobiliser ces connaissances-là en pratique quand il se retrouve sur le terrain ensuite. Ça, c'est une excellente pratique. Sur les bonnes pratiques pédagogiques, je vais peut-être rajouter sur 2-3 points qu'on connaît bien aujourd'hui. Alors la première chose, c'est quelque chose qui ne marche pas et qui est beaucoup trop diffusé. C'est ce que les chercheurs combattent ça beaucoup aujourd'hui. On parle même de neuromythes. Vous avez peut-être sûrement entendu parler des styles d'apprentissage liés avec les intelligences multiples. Cette théorie d'Howard Gardner qui avait théorisé le fait qu'il y avait différentes formes d'intelligence, des intelligences visuelles, auditives, même kinesthésiques, etc. C'est une théorie qui n'a jamais été vraiment très vérifié sur le terrain. Et surtout, les gens en ont conclu, et lui-même d'ailleurs malheureusement, on a conclu en fait une idée qui est l'idée des styles d'apprentissage, l'idée que du coup les gens apprendraient mieux si on leur proposait une modalité pédagogique qui est adaptée à leur style d'apprentissage. Si vous êtes plus visuel, on vous propose du visuel, si vous êtes auditif, on vous propose de l'auditif. Donc ça, c'est quelque chose que des chercheurs ont essayé de vérifier pour regarder si ça marchait. Et vraiment beaucoup de fois, parce que c'est une idée qui est extrêmement répandue, parce qu'elle est très séduisante pour un ensemble de raisons assez logiques. Moi, elle me séduit, parce que juste quand on est un défenseur de l'égalité et on lutte contre les inégalités, on se dit, bon, bah, c'est très beau comme idée. L'idée qu'en fait, on est tous différents et que finalement, chacun peut apprendre si on l'adapte à sa manière. Mais si on y va de manière agnostique, on teste et on regarde. Donc on a eu beaucoup de travaux qui ont juste cherché à regarder de plein de manières différentes, mais par exemple, vous allez prendre 300 apprenants, vous allez leur demander ou essayer de mesurer est-ce qu'ils sont plus visuels ou plus auditifs, et ensuite vous prenez ces 2 groupes, d'accord, les 150 visuels, les 150 dits auditifs, et à chacun des 2, vous les redivisez en 2 et vous leur proposez soit un enseignement au hasard, un enseignement dit visuel ou un enseignement dit auditif, d'accord. Donc vous vous attendriez à ce que ceux qui sont visuels et à qui on propose un enseignement visuel fonctionnent mieux que l'auditif et vice-versa pour la partie et pour les auditifs. Mais vous ne trouvez aucune différence. Mais c'est vraiment systématique, hein. Ça a été répliqué des centaines de fois par énormément de laboratoires de recherche et même sur des terrains de salles de classe, ça ne fonctionne pas. Et même ce qu'on voit, c'est que c'est moins efficace que quand vous prenez un 3e groupe et qu'il se dit visuel auditif et vous lui confrontez aux 2 à la fois. Un enseignement qui combine les 2. Et donc ça, c'est un résultat qu'on connaît bien maintenant, c'est que le fonctionnement de cette mémoire de travail là, durant la phase initiale, en fait, alors là c'est même proche des questions sensorielles, mais c'est que l'apprentissage est plus efficace quand il est multimodal. En fait, le cerveau, quand il encode n'importe quelle information que vous lui apprenez, c'est ce qu'on appelle le double codage. Il encode en fait ce que vous lui expliquez de manière à la fois picturale. Picturale, c'est le schéma, c'est un tableau, c'est une illustration, et il l'encode de manière verbale, c'est les mots.
d'accord, par lequel vous expliquez les choses. Et en fait, ce qu'on comprend aujourd'hui, c'est que le cerveau, en fait, il le fait systématiquement, que vous lui proposiez du pictural ou pas. Donc si vous nous faites là, d'ailleurs par exemple, je suis un très mauvais pédagogue parce que je ne vous transmets pas de manière picturale ce que je vous explique, je vous l'explique juste par les mots. Et donc là, à chaque fois pendant que j'explique tout ça, chacun d'entre vous, votre cerveau se fait une représentation picturale de ce que je suis en train d'expliquer, qui peut être justement du coup très différente d'une personne à l'autre. Et si ça se trouve, certains d'entre vous l'encodent mal. Aujourd'hui, il se fait une représentation qui n'est pas la bonne par rapport à ce que j'explique, parce qu'il le relie avec ses autres représentations passées. Et donc, c'est ce qui peut amener à des erreurs en fait d'encodage et donc faire des erreurs ensuite. Et on sait que si en tant que pédagogue, je vous transmets l'information à chaque fois en vous donnant les deux formes de codage, j'améliore les chances que vous l'encodiez chacun correctement, parce que je vous donne la bonne représentation. Voilà, donc il faut vraiment sortir de cette idée en tout cas d'adaptation au style, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas personnaliser les apprentissages, etc. Parce que ça c'est une idée qui circule beaucoup, c'est que tout ne demande pas à être personnalisé. C'est ça qui est important à savoir. Par exemple, ce qu'on sait, c'est que la personnalisation elle est très importante par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, par exemple par rapport au niveau de difficulté, de personnaliser le niveau de difficulté ou la quantité d'informations par rapport aux connaissances préalables de la personne. Si c'est quelqu'un qui connaît déjà beaucoup, je peux passer un cran au-dessus. Si c'est quelqu'un qui est en dessous, qui démarre de zéro ou qui a moins de connaissances préalables, il faut que là, je cadre, mais parce que sinon, je crée un phénomène de surcharge pour les seconds. Voilà. Et peut-être la dernière chose de ce point de vue, c'est la question de l'authenticité. Je peux peut-être en parler sur la question de l'attention, et de la motivation. Peut-être. Non. Pardon, si vous me le permettez, je vais parler de la motivation. Parce que c'est un sujet qu'on n'a pas abordé, qui est un sujet évidemment fondamental pour vous dans vos publics, en réalité chez tous les publics, hein, mais en tout cas c'est sûr que chez les vôtres également. Parce que j'en ai très peu parlé là, parce que j'ai beaucoup parlé en fait de la question de comment on apprend efficacement. J'ai envie de dire une fois qu'on est engagé dans un apprentissage, mais encore faut-il être engagé dans un apprentissage. Sur la question de la motivation, ce qu'on sait aujourd'hui sur le plan de cette recherche-là, encore une fois, la recherche en psychologie cognitive et sociale, c'est que la motivation, elle va relever de deux grands mécanismes, deux grands facteurs. D'abord, c'est l'intérêt pour le sujet, évidemment. Et on a tendance à trop le résumer uniquement à ça. Voilà, l'intérêt pour le sujet, c'est le fait que, évidemment, vous avez des apprenants qui s'intéressent tout simplement au sujet. Et donc là, il y a des manières, effectivement, d'améliorer l'intérêt, de créer l'intérêt pour le sujet, que vous connaissez probablement, et sur lequel on ne sait pas tant de choses que ça aujourd'hui sur l'efficacité relative des différentes méthodes. Vous savez, on peut soit essayer de connecter avec des choses qu'ils ont déjà vécues, on peut soit essayer de faire de la pédagogie par projet, comme je vous disais tout à l'heure, en leur montrant ce à quoi ça va leur servir. Tout ça, c'est des méthodes différentes finalement pour créer l'intérêt sur un sujet. Et on n'a pas des en fait, la littérature qui s'est intéressée dessus ne suit pas des protocoles de recherche qui sont très rigoureux. Donc on a un peu du mal à conclure sur qu'est-ce qui est le plus efficace aujourd'hui. Donc je ne m'avancerai malheureusement pas dessus. Mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est que évidemment, cet intérêt pour le sujet, il est très prédictif de la motivation à apprendre. Et alors, si je distingue les deux, parce que vous pouvez être intéressé sur un sujet et ne pas être motivé pour apprendre sur ce sujet. Et pourquoi ? Parce que la motivation relève d'un deuxième facteur, comme je vous le disais, qui est la croyance en votre capacité à apprendre ce sujet-là. Vous pouvez être passionné d'un sujet, mais si, vous voyez, moi je suis passionné de tennis, mais je suis complètement nul et je crois fondamentalement en mon incapacité à apprendre. Pourtant, je crois beaucoup en la capacité à apprendre n'importe quoi, mais bon, c'est juste que là, vraiment, ça relève même de limitations biologiques que j'arrive pas. Et donc, du coup, j'ai beaucoup de mal j'essaie de suivre des cours de tennis, mais j'ai du mal, en fait. J'ai du mal à me motiver tout simplement parce qu'en fait, j'y crois pas. J'y crois pas que je sois vraiment capable d'apprendre. Et ça, c'est un deuxième facteur sur lequel on joue souvent moins. Sur le plan pédagogique, alors que là, pour le coup, on a beaucoup de travaux de recherche plus en psychologie sociale qui s'intéressent plus à la question de l'impact du contexte d'environnement. Et cette croyance à la capacité d'apprendre, moi, les travaux de recherche qui me parlent le plus souvent dessus, c'est les travaux de recherche d'une chercheuse qui s'appelle Carol Dweck. Vous pouvez chercher Dweck, D-W-E-C-K. Ces travaux ont pas mal été traduits en français. Il y a un livre qui s'appelle Oser réussir, je crois. Enfin, c'est une traduction d'un ouvrage qu'elle a fait en anglais. Et elle distingue deux types d'états d'esprit qui vont être très prédictifs de cette croyance en sa capacité d'apprendre. C'est ce qu'on appelle en anglais soit le growth mindset.
on peut le traduire en état d'esprit de développement ou de croissance, et le fixed mindset, qui est l'état d'esprit dit fixe. En fait, qu'est-ce qu'il veut dire ces deux états d'esprit? C'est cette équipe de recherche en fait a observé qu'on pouvait séparer les états d'esprit des gens en deux catégories par rapport à l'apprentissage. Il y a ceux qui croient, c'est l'état d'esprit fixe, que finalement l'intelligence ou les capacités sont fixes. Finalement, elles sont un peu, on est prédisposé, il y a des choses dans lesquelles on est bon, des choses dans lesquelles on n'est pas bon. Et finalement, la vie et même les situations d'apprentissage, du coup, ne sont pas perçues comme réellement des situations d'apprentissage. Elles sont plus perçues comme des situations qui vont être là pour nous révéler ce en quoi on est bon ou pas. Quelque part, quand on fait des maths au collège, dans cet état d'esprit, on n'est pas tant là pour apprendre les mathématiques que pour voir si on est bon en maths, si on est doué pour les mathématiques ou pas. Et ça, c'est un état d'esprit dont on sait aujourd'hui qu'il est très prédictif d'une très faible persévérance dans les apprentissages. Ce sont des gens qui vont être très peu résilients face à l'échec ou face à l'erreur. Quand ils vont se tromper, ils vont très peu persévérer, précisément parce que du coup, ça va leur dire qu'en fait, ils sont mauvais et qu'ils n'ont pas à apprendre dessus. Ils vont finir assez rapidement par se désintéresser du sujet et se dire que finalement, ça ne les intéresse pas. Et donc, ça va les sortir de ce sujet-là. Une façon de dire que ça n'est pas fait pour moi. Comme vous disiez pour le tennis, par Exactement. exemple. Et voilà, on va avoir des apprentis, par exemple, qui vont dire non, mais finalement, l'électricité, c'était pas fait pour moi. Je suis pas fait pour ça, en fait. C'est pas mon truc. C'est pas mon domaine. Voilà. Et on l'a souvent dans notre réseau, en fait. C'est pour ça qu'effectivement, c'est un point important. C'est un point On fondamental. va avoir des jeunes qui vont se désintéresser très rapidement parce qu'ils vont être mis face à un mur. Et ce mur-là, c'est finalement un mur qu'ils se sont déjà construits eux-mêmes. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout le mur de l'apprentissage, c'est un mur qu'ils se sont construits et qui dit en gros, je ne suis pas fait pour, je ne suis pas capable, je ne suis pas bon. Là, du coup, pour les psychologues du développement, on ne va pas le dire de la même façon, mais je vais le dire comme ça, ça a quelque chose à voir avec le rapport à soi-même. Je ne vais pas parler d'identité professionnelle parce que c'est un autre concept, mais la façon dont on construit un rapport à soi-même, autrement dit, c'est une autre façon de parler de socialisation. Il y a deux grands mécanismes chez Malrieux, c'est l'acculturation et la personnalisation. Donc la personne elle-même, elle a son affectif, son émotion, ses ressentis, etc. Et c'est ça qui va la constituer comme sujet. Et c'est ça qui est important parce que du coup, surtout pour un adolescent qui va être... alors surtout pour nos apprentis qui ont trois lieux, trois mondes dans lesquels ils vivent et dans lesquels ils perçoivent des... Alors, je n'ai pas de dissonance cognitive pour faire plus simple, mais ils perçoivent bien qu'il y a des contradictions, qu'il y a des choses qui ne sont pas... Donc ça, c'est ça qui fonde leur personnalisation. Ça va les construire, ça va modifier leur rapport à eux-mêmes. Et dans l'histoire de la motivation, en tout cas, surtout en entreprise, hein, parce que c'est un peu... ce qui me fait dire ça, c'est les travaux qui sont faits en ce moment à Toulouse, et puis qu'on a fait avec le CFA de Toulouse d'ailleurs aussi. Il y a quelque part quelque chose qui est de l'ordre des processus de qualification et de disqualification pour conditionner la motivation quand même. Parce que là, en fait, nous, on ne s'intéressait pas tant à l'apprentissage qu'aux histoires de rupture de contrat. Et donc, quand on est sur les situations de rupture, quand les gens sont dans l'épanouissement professionnel, il n'y a pas de souci. Par contre, quand ça ne se passe pas tout à fait comme ça, il y a quelque chose qui est de l'ordre justement des processus de qualification, disqualification. Et sur ce point, juste un dernier, et puis j'arrête parce que je suis un grand bavard. Sur l'histoire des feedbacks, il faut faire très très attention à ce qu'ils soient sincères. Hein, parce que ça ne peut pas être un leitmotiv ou une incantation. Il faut que ça ait un rapport quand même affectif avec la personne. Hein. Et en fait, sur ça, non, mais d'ailleurs, toute cette littérature sur la motivation vaut pour les apprentissages, mais vaut pour la motivation à n'importe quel type d'activité d'ailleurs. Et en fait, donc dans l'autre état d'esprit, qui est l'état d'esprit dit de développement, on est là, en fait, il y a des individus qui pensent qu'en fait, tout s'apprend. Qu'il peut y avoir éventuellement des prédispositions, mais quelque part, peu importe, qu'en fait tout s'apprend tant qu'on y travaille. Et on sait que ces gens-là, ça a été observé sur le plan psychologique, ce sont des gens en fait qui voient leur apprentissage de manière très différente, ils sont beaucoup plus résilients face à l'erreur, voire même en fait ils ne voient même pas que ce sont des erreurs. On a mis des apprenants dans des situations justement comme ça, où on a essayé de mesurer dans quel état d'esprit ils étaient, et ensuite on les met face à des situations d'échec et d'erreur, et ceux qui sont dans des états d'esprit de développement ne le formulent même pas comme des échecs. Ils le disent, ah oui c'est difficile, mais bon moi j'aime bien le challenge. C'est challengeant comme défi, c'est un défi, c'est-à-dire qu'ils ne le formulent même pas comme des erreurs. Et donc ce qui est surtout important après en termes de pratique pédagogique, etc., c'est qu'on a eu beaucoup de travaux qui ont montré qu'en fait, il était possible de modifier cet état d'esprit.
Parce que quand on dit ça, on a un peu tendance à penser que c'est un peu donné, que malheureusement, voilà, mais cet esprit lui-même est fixé, est préfixé. Évidemment, il est très conditionné par le système éducatif qui classe les individus beaucoup, et quand on a passé sa scolarité à être noté, à avoir un bulletin trimestriel qui allait décider de est-ce qu'on allait aller en filière professionnelle ou en filière générale, c'est sûr qu'on est conditionné à voir toutes les situations d'évaluation comme des situations, et donc de développer un rapport d'état d'esprit fixe. Et en fait, je vais vous donner une expérimentation assez emblématique qui marque les esprits. C'est dans cette littérature-là. C'est une étude dans laquelle en fait on a confronté donc les apprenants c'était des jeunes étudiants face à un casse-tête chacun. C'était des casse-têtes qui étaient dans un premier temps assez simples à résoudre. Donc, tout le monde y arrivait, aller jusqu'au bout. À l'issue, ils ont séparé les apprenants en deux groupes. Il y en a un à qui qu'ils ont félicité pour leur intelligence et leur capacité. Mais c'était très rapide, hein. Genre, ça prenait quelques phrases, il leur disait « Ah bah bravo, c'est super, ça veut dire que vous êtes bon, parce que si vous êtes capable de résoudre le casse-tête aussi rapidement, même si certains c'était plus long, c'est pas grave, il disait la même chose, c'est que vous êtes assez bon pour ce genre d'exercice. » Les autres, il les félicitait pour leurs efforts. Il leur disait ah bah c'est super, bravo d'avoir essayé et d'avoir pris le temps de réfléchir, c'est par le travail que vous avez fait de réflexion que vous y êtes arrivé, et voilà. Enfin, et ensuite, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont proposé aux deux groupes, les deux groupes devaient choisir, chaque élève devait choisir entre deux casse-têtes. Un casse-tête plus difficile que le premier, ou un casse-tête de la même difficulté que le premier. Et là, c'est un des résultats les plus impressionnants, je pense, qu'on ait eu dans cette littérature-là. Le groupe que vous avez félicité pour leur intelligence et leur capacité choisissent en grande majorité, je crois que c'était à 60-70%, le défi facile. Et ceux que vous avez félicités pour leurs efforts et leur travail ont choisi à 80% le défi difficile. Sur quelque chose d'aussi rapide que 30 secondes de feedback que vous leur faites. Et vous voyez comment est-ce que sur des petites choses et les manières dont on discute, donc par rapport à ce que tu disais André sur la question des feedbacks, c'est vraiment là où ça se joue, on est capable de faire passer les gens d'un état d'esprit à un autre par rapport au contexte dans lequel on le met. Et donc ça a été beaucoup répliqué. On a eu beaucoup de travaux qui ont montré que même dans la manière dont vous fixez les objectifs de départ, quand vous donnez des exercices aux gens à faire, selon que vous leur disiez, que vous leur disiez rien, ou que vous leur disiez, alors c'est vraiment un truc qui est fait pour apprendre et pour s'exercer, si vous vous trompez, c'est pas grave, vous allez voir, c'est en vous trompant que vous allez apprendre et que vous allez recommencer. Ça prend 1 minute, mais ça a des effets positifs considérables sur leur résilience face à l'erreur et sur leur motivation ensuite à apprendre. Pour aller dans ce sens-là, par exemple, il y a un truc qui était assez Et on prendra frappant. les questions juste après. Pardon, c'était le fait que, il y a une influence du niveau d'étude du maître d'apprentissage par rapport au taux de rupture qu'il peut avoir, quoi. C'est pas forcément irrémédiable, mais ça a une influence, quoi. C'est pas tout à fait la même chose. Et du coup, la question, quand je parlais de processus de qualification, de scarification, c'est exactement ça. Sauf que là, pour le coup, on est dans un champ social, mais c'est voilà. Oui, c'est comment ils voient leurs erreurs ou leurs réussites et comment ils les analysent. Avez-vous des questions? On arrive au terme de cet atelier. Très bien. La deuxième chose, donc on n'a pas vraiment répondu à la question comment capter l'attention. On a eu quelques bribes au cours du sujet. Est-ce que vous avez une ou deux idées intéressantes à partager? Oui, alors l'attention... Donc l'attention, vous savez, elle va jouer beaucoup dans cette première phase dont je vous parlais tout à l'heure, la phase de traitement explicite des informations, parce que ça se joue au niveau de la mémoire de travail et la mémoire à court terme. En fait, la mémoire, court terme doit traiter plein d'informations, et en fait, en permanence, vous recevez des tas d'informations. Pas simplement moi qui parle, hein, vous recevez le vidéoprojecteur, la chaise devant vous, tout ça, c'est des informations. Mais en fait, vous ne les traitez pas toutes. En fait, c'est votre attention qui est un mécanisme qui va venir faire le filtre entre tout ça et ne se focaliser que sur les informations importantes. Et c'est elle qui permet à la mémoire de travail, du coup, de bien traiter. Et donc, cette attention, effectivement, le fait qu'elle fonctionne bien sur un instant donné, relève de différents mécanismes. Donc, d'abord, en fait, l'un des facteurs de l'attention, c'est la motivation, évidemment, de ce que je vous disais. Hein. Quelqu'un qui est motivé à un apprentissage va avoir son attention beaucoup plus focalisée qu'un autre, évidemment. Mais ensuite, il y a des choses qui se jouent à un niveau qui est beaucoup plus, je dirais, micro
que ça. Ça se joue par exemple sur la quantité d'informations que vous transmettez. Quelque part, ce que je vous disais tout à l'heure, pardon, sur la pédagogie par projet, vous savez, avec cet effet de surcharge, est un problème d'attention, en réalité. Parce que le problème, il vient d'où? Il vient du fait que je confronte un apprenant qui part de zéro à beaucoup de choses à traiter en même temps, et du coup, son attention n'arrive pas à se focaliser sur un aspect à la fois qu'il a besoin de traiter. D'accord. Pardon? Exactement, de prioriser. Mais donc c'est un enjeu, pour le coup c'est un enjeu d'attention. Et après ça se joue sur des choses beaucoup plus simples qui sont la manière dont on articule les informations entre elles. Donc là c'est tout un champ de littérature qu'on appelle l'ergonomie cognitive. Je vous invite à faire des recherches dessus si ça vous intéresse. Mais par exemple, des choses aussi simples que votre cerveau pour traiter les informations, elle va devoir articuler les informations entre elles. Et ça, si vous lui simplifiez pas la tâche, l'attention va devoir le faire par elle-même. Typiquement, si je vous propose dans des slides, si je vous fais des slides par exemple, dans lesquels je vous fais un gros schéma, d'accord, et dans lequel vous avez un gros texte en dessous qui explique plein d'aspects de ce schéma. Quelque chose d'aussi simple que ça, votre cerveau, quand il va lire le texte, il va devoir à chaque fois que vous arrivez sur un bout du texte, trouver par lui-même le morceau du schéma auquel ça correspond. Et ça, c'est une problématique d'attention. Parce qu'en fait, votre cerveau qu'on va consommer de la charge cognitive à devoir faire cette association, et c'est de la charge cognitive qu'il ne va pas utiliser pour traiter juste le fond du sujet. Et donc là, il y a des expérimentations très simples qui ont montré qu'entre ça et le même schéma dans lequel vous mettez les bonnes informations au niveau du schéma auquel ça correspond, augmenter considérablement le degré auquel les apprenants arrivaient à mémoriser. Donc vous voyez, ça se joue aussi sur des choses très micro comme ça. Un autre travail aussi assez intéressant sur ça, alors ça c'est intéressant parce que je pense que ça relève à beaucoup d'idées reçues qu'on peut avoir sur le réalisme, même sur la réalité virtuelle, il y a pas mal de choses dessus aussi. Je vais vous donner une expérimentation, c'est des expérimentations qui ont été faites sur des photos dans lequel, en fait, imaginons que vous deviez justement traiter des scènes et savoir repérer les situations à risque dans une scène de chantier. Donc là, des travaux ont testé des expérimentations de type, soit je vous le montre sous forme de photos, d'accord, réaliste de chantier, ou de vidéos où je vois un peu le chantier, soit je vous le montre sous forme de schéma, assez simple, d'une scène de chantier. Et donc, et ensuite, je teste tout le monde et je regarde leur capacité à repérer les zones à risque sur une photo réaliste ou sur une situation réelle. Et bien là, c'est ceux qui ont travaillé sur un schéma qui y parviennent beaucoup mieux que ceux qui ont travaillé sur une situation authentique. En fait, il y a une confusion fréquente en pédagogie qui consiste à penser que l'authenticité des situations fait une meilleure pédagogie. En réalité, pas forcément du tout. Parce que dans ces situations authentiques, vous avez plein de choses à traiter à la fois. En fait. Quand vous avez une photo ou une vidéo, votre cerveau il traite plein de choses qui sont complètement inutiles, qui sont la manière, il y a des problèmes de lumière, il y a des situations, vous vous dites « Ah, mais ça ressemble pas trop à un chantier dans lequel j'ai travaillé », et là vous dites « Ah, mais disons que ce chantier, il est vraiment dégueulasse ». Enfin, bref, en fait, votre cerveau traite plein de choses à ce moment-là. Alors qu'un schéma, il a la vertu de ne focaliser que sur ce qu'il y a d'important à traiter. Et du coup, dans une situation réaliste, en fait, votre cerveau va être beaucoup plus capable de repérer juste les zones importantes ensuite. Voilà, différentes choses pour gérer la question de l'attention. D'où là, pardon ? De l'infographisme, du schéma, etc. Voilà, moi je promets beaucoup ça. Et donc c'est là où par exemple des choses comme la réalité virtuelle, que j'évoquais très rapidement, peuvent avoir des limites. On pense souvent que ce genre de choses peut améliorer les apprentissages. En réalité, ce qu'on connaît de la littérature aujourd'hui laisse plutôt à penser que ça pourrait avoir un effet néfaste sur justement la capacité, parce qu'en fait vous avez trop de choses à la fois et un afflux d'informations qui peut être inutile par rapport à ce dont vous avez besoin d'apprendre. En revanche, pour pouvoir par exemple développer les bons réflexes en temps réel dans une situation réaliste, là ça peut avoir un effet positif, mais que si vous avez d'abord développé et appris toutes les choses à apprendre avant d'en arriver à ce stade. Voilà. Exactement. Avez-vous d'autres questions ? On a déjà largement dépassé le temps qui nous était imparti, mais on a plein de choses à se dire. Et David a une question. Est-ce que Edidask, alors, je reprends ta question.
je vais le faire rapidement, mais je serai là dans ce midi, donc si vous voulez en discuter. Mais en fait, dans chez Didask, on a une équipe de chercheurs à la base, avoir créé Didask. Et en fait, notre travail, c'est de faire le point sur toute cette littérature, sur les méthodes les plus efficaces en fonction du sujet et du thème. Et ensuite, nous, on a développé en fait un nouveau type de module digital de formation qui se concentre sur tout ce qui est bien recommandé par la recherche, avec beaucoup d'apprentissage par exercice de mise en situation. Et ensuite, on utilise cette technologie pour créer des dispositifs de formation complets. Hein. Ce n'est pas que du digital, c'est aussi du blended, hybride, on mélange du présentiel. Et on vient apporter toute notre connaissance et notre expertise sur ce sujet sur le sujet de nos clients, nos partenaires, créer le dispositif qui articule le mieux tout ce qu'on sait de la recherche pour en améliorer, en maximiser l'efficacité. Et après, on propose aussi un outil auteur qui permet à nos clients, aux formateurs eux-mêmes, de créer leurs petits modules digitaux à notre format. Et voilà, et on forme de cette méthodologie pour qu'ils soient capables d'être autonomes et de le faire par eux-mêmes. Et vous aurez tout loisir de pouvoir discuter avec Son, puisqu'il déjeune avec nous. Il est encore là avec nous cet après-midi. Donc si vous avez des questions supplémentaires à lui poser, n'hésitez pas. Il se fera un plaisir de vous répondre. Voilà. En tous les cas, on va vous souhaiter un bon déjeuner. Et puis, on va se recroiser évidemment dans la journée. Merci à vous. J'espère que cet atelier vous a plu. Merci beaucoup.